est nouveau mon corps, ma vie est nouveau ma vie. Ma vie était devenue trop difficile en France. Je me suis payée de mon salaire la plupart de l'aide dont j'avais besoin et c'était tout à fait insuffisant. Je ne me voyais pas prenant ma retraite, donc sans possibilité de payer l'aide. J'avais le choix entre soit aller en institution, ça jamais, soit me suicider, j'aime bien la vie, donc je n'avais pas du tout cette intention. Et comme je savais que j'avais la possibilité, maintenant avec les accords européens, de prendre ma retraite en Suède, c'est ce que j'ai fait. C'est avant tout une loi qui reconnaît les droits et garantit les droits à la personne atteinte d'un handicap durable à mener la vie qu'elle souhaite et à influencer le type d'aide qui va lui être accordée. Donc c'est avant tout une garantie de droit et la reconnaissance à la personne très handicapée à mener la vie de son choix. On fournit un certificat médical de son médecin traitant. Il n'est pas question que ce soit un médecin extérieur. Ensuite, j'ai eu à remplir, ça j'ai trouvé ça génial, une sorte de copie de bac. Enfin, il y avait 4 pages blanches. Donc j'ai décrit mes besoins d'aide dans le détail. Donc c'est vrai que ça m'a pris déjà 2 pages. Il ne faut rien oublier, mais j'avais bien préparé mon affaire. Et puis ensuite de dire quelle vie je souhaitais mener, toutes les activités que j'avais envie de faire, si j'avais suffisamment d'aide pour ça. Donc je me suis mise à rêver, j'ai pris mon stylo et il faut se permettre ça, ça me paraît fondamental. J'ai écrit tout ce que j'avais envie de faire et en même temps que j'écrivais, j'expliquais bien de quelle aide j'avais besoin pour pouvoir le faire. Je suis très reconnaissante de ne pas avoir eu à remplir les papiers de la Cotorep qui disent peut ou peut pas, peut aller aux toilettes, peut pas, se doucher, peut pas. À la Cotorep, j'étais qu'une suite de peut pas. C'est terrible toute sa vie d'être quelqu'un qui ne peut pas. Tandis que là, au contraire, c'était peut si il y a quelqu'un pour aider. Et ça, c'est extraordinaire. Enfin, psychologiquement, je crois que ça m'a beaucoup aidé. À la suite de quoi sont venues à la maison 2 personnes, une représentant la commune et une représentant la sécurité sociale. On a pris le thé, on a mangé des gâteaux et on a passé 2 heures ensemble. Ensuite, j'ai reçu leur décision qui était que de l'ordre, je crois me rappeler, de 68 heures par semaine, ce qui était déjà un paradis par rapport à ce que j'avais eu en France. Mais la coopérative d'aide donc, qui gère mes heures a fait appel avec moi, à la suite de quoi j'ai eu 116 heures
par semaine d'aide, ce qui inclut la double assistance à certains moments. Il est écrit dans la loi que j'ai le droit de choisir qui va m'aider, quand et comment. Ça, c'est extraordinaire. Donc, c'est moi qui rédige l'annonce qui est toujours très détaillée, qui va paraître à l'équivalent de la NPE en Suède, donc qui vient sur le net. Hein. J'explique exactement qui je suis, quel type de travail. Hein. J'explique le nombre d'heures auxquelles je peux inviter quelqu'un à travailler. Et ensuite, je reçois donc toutes les lettres et les curriculum vitae. Donc, je fais les entretiens d'embauche. Je contrôle les références et je choisis la personne dont j'ai besoin. Ce qui est important de dire, c'est qu'il est toujours écrit dans l'annonce, ça m'amuse, il parle de chimie de la personne, ça veut dire la qualité relationnelle qu'on a eue ensemble au moment de l'entretien. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que l'expérience, il y a la manière dont le contact s'établit. Je voudrais dire qu'en Suède, quand on a eu l'accord pour un certain nombre d'heures, on peut choisir entre être employeur soi-même, mais pratiquement, il y a très peu de gens qui le font, c'est très compliqué en Suède d'être employeur. Ou bien ça peut être une coopérative, ce qui est mon cas, parce que la coopérative, par exemple, que j'ai choisie et qui dépend du mouvement Independent Living, est employeur. Et moi, je suis chef d'équipe. Donc, eux payent les salaires, mais ils payent aussi sur cet argent la formation des assistantes et notre formation. J'ai été en cours pendant une semaine pour apprendre à être non pas employeur, mais un bon chef d'équipe, puisque c'est le terme employé. Donc, je n'ai pas appris à remplir des bulletins de salaire, puisque c'est la coopérative qui le fait. Mais j'ai appris à savoir remplir leurs feuilles de présence, par exemple. Nous sommes formés pour savoir mener un interview. Nous sommes aussi formés pour oser expliquer nos besoins. J'ai appris à savoir lire un curriculum vitae, à savoir mener l'entretien d'embauche, à savoir prendre le temps et la distance aussi nécessaire pour réfléchir. La délégation de soins ne pose aucun problème en Suède, absolument aucun problème. L'infirmière, elle forme les assistants. Il n'y a aucun problème pour changer une canule, pour de respirateur ou pour mettre une sonde urinaire. Donc, et en France, la première réaction que j'entends, c'est « et la responsabilité, et la responsabilité ». Ça ne se pose pas. L'infirmière délègue. De même pour la kiné, par exemple, la gymnastique rééducation douce, comme on dit mobilisation douce, c'est fait par l'assistante que nous choisissons. Donc j'y vais par exemple une fois par semaine et la kiné montre à l'assistante ce qu'il faut faire. Être assistant personnel en Suède, c'est très valorisé. Je pense par exemple que dans la formation que leur donne la coopérative Style, pendant toute la journée, on leur explique combien leur rôle est déterminant dans notre vie et dans le développement de notre personnalité. On leur montre combien elles sont importantes et combien leur rôle est capital.
Ça me fait beaucoup de bien de l'aider, parce que je sais ce qu'elle a subi à Paris. Et peu importe qu'elle soit française? Non, non. Elle m'apporte tellement de choses humainement, vraiment. Mais ce qui est important, c'est leur possibilité de compensation sur les horaires qui sont plus difficiles. Par exemple, une assistante ou un assistant qui travaille entre 7 heures le soir et 10 heures le soir a à peu près 2 euros de plus de l'heure. La nuit, ça doit être de l'ordre de 4 euros la nuit. Et le week-end, entre le vendredi, 7 heures le soir, et 6 heures le lundi matin, et ils ont à peu près un petit peu plus de 4 euros de l'heure. Pour Noël, le jour de l'an, la fête de l'été qui est la grande fête suédoise, et Pâques, c'est un salaire qui est augmenté d'à peu près 8-9 euros de l'heure. Quand on voyage, il n'est pas question de voyager tout le temps naturellement, mais les assistants ont leur voyage payé, les frais d'hôtel et un forfait par jour pour la nourriture en plus de leur salaire. Gisèle joue son rôle pour promouvoir ce modèle. Elle revient régulièrement en France pour y raconter sa nouvelle vie. Et en expatriée reconnaissante, elle s'investit aussi dans son pays d'accueil. Hey, camarade. Jag gardet för dig också. Gisèle est militante active du Parti de gauche, l'ex-parti communiste suédois. Elle s'engage pour que s'améliore encore la situation des handicapés dans sa commune. C'est une façon de faire avancer les questions tournant autour du handicap dans la commune qui m'accueille et pour laquelle je suis très reconnaissante. Je trouve que la moindre des choses, c'est que je puisse donner de mon temps et de l'engagement dans la commune. Je suis partie, ça fait 10 ans, je suis partie en 99. Quand je reviens en France, je suis très frappée par la timidité des personnes handicapées. Je ne dis pas toutes, mais d'une grande partie. Parce que j'ai aussi des amis handicapés, où je connais des familles ayant un enfant, un adolescent handicapé, puisque c'était mon travail, je suis orthophoniste. Et ils n'osent pas, c'est comme si c'était une certaine honte de dire de quoi on a besoin. Si l'ex-Cotorep dit bon, alors un quart d'heure ça va bien pour la douche. Oh oui, on n'ose pas réclamer. On dira oh oui, c'est déjà bien, merci beaucoup. Et je crois que là, il faut absolument que les personnes handicapées réalisent qu'elles ont de la valeur, qu'elles ont des droits. Et je pense qu'il faudrait absolument pouvoir proposer une aide psychologique, avoir des ateliers d'expression de groupe pour pouvoir s'affirmer. Pour s'affirmer avec, oui, sa valeur, ses possibilités, et exiger d'avoir ce à quoi on a droit. Que l'on coûte de l'argent à la société, c'est normal. Il ne faut pas se sentir coupable. On coûte, c'est vrai. Mais il faut dépasser ça. Il faut oser s'affirmer. Il faut faire un travail personnel en soi pour pouvoir parler de ses difficultés, de son handicap, de ses besoins d'aide. Et ça, c'est sûrement un travail personnel aussi. On a la possibilité en France d'avoir une psychothérapie ou d'avoir... Tout ça me paraît très important. Il faut s'investir dans des groupes vraiment actifs. Nous sommes les spécialistes du handicap, nous-mêmes. On n'a pas besoin de faire appel à d'autres gens. Et nous devons pouvoir parler de nous sereinement, tranquillement et fermement.